Tout au long du mois de décembre, j'ai proposé un calendrier de l'Avent neuropositif où chaque jour nous ouvrions une nouvelle fenêtre apportant des compréhensions éclairantes, mais également des stratégies potentiellement aidantes pour notre vie de tous les jours. Et toute la matière que j'ai retenue dans cette proposition est issue de la science la plus rigoureuse, la plus solide, evidence-based. Il n'y a que des stratégies qui ont démontré de manière répétée qu'elles produisaient un effet systématiquement dans la vie des gens qui se donnaient la peine de les utiliser. Alors ce calendrier était gratuit, sur inscription uniquement. Maintenant, il est trop tard pour s'inscrire. Il est toutefois possible d'avoir accès à l'entier du contenu si vous le souhaitez. Je mets la référence de mon site en bas dans la description et elle apparaît maintenant à l'écran. Toutefois, il me tient à cœur de partager très largement ces connaissances qui sont tellement importantes. C'est pourquoi l'épisode d'aujourd'hui sera diffusé sur tous mes différents canaux. Son contenu est tellement important, c'est tellement important de le connaître si on l'ignore. C'est tellement important de rencontrer ce qu'il contient, d'en faire l'expérimentation et de le partager avec d'autres, que voilà, c'est ma contribution à l'évolution des consciences dans cette période qui nous conduit vers Noël. Alors bienvenue dans cette émission du 18 décembre 2025. Effectivement, imaginez une pilule qui, en quelques jours ou quelques semaines, réduirait notablement votre stress, 54% des symptômes dans des contextes professionnels, renforcerait votre bienveillance et votre compassion envers vous-même, augmentation de 65% des scores, diminuerait les signes de burn-out de 40%, et avec 70% des gens qui la prennent, qui témoigneraient se sentir moins anxieux au jour le jour. Ceci sans aucun risque et sans aucun effet secondaire. Vous seriez quand même probablement tenté de la prendre, n'est-ce pas ? Eh bien, une forme de méditation toute simple et pouvant être pratiquée n'importe où, n'importe quand, offre tous les avantages que je viens de vous décrire sans ordonnance. Mais contrairement à cette pilule, cette pratique ne se contente pas de traiter les symptômes, elle change fondamentalement votre manière d'être. Cette forme de méditation, issue de la tradition bouddhiste Theravada, qu'on appelle Loving Kindness Meditation en anglais, LKM, c'est l'acronyme qu'on retrouve dans la recherche scientifique, appelée méditation de la bienveillance en français, s'impose aujourd'hui comme une des interventions psychologiques les plus puissantes, les plus efficaces documentées par les neurosciences. Et c'est très intéressant, ce qui était autrefois considéré comme une pratique spirituelle est désormais reconnu de manière laïque comme un entraînement neurologique précis, transformant nos circuits de l'empathie, de la régulation émotionnelle et du bien-être dans des proportions considérables. Alors je vous ai dit, il y a une efficacité spectaculaire documentée par la meilleure recherche. On a pu voir par exemple que des étudiants pratiquant quelques dizaines de minutes de méditation 3 fois par semaine, pendant 4 semaines, connaissaient une amélioration large, c'est-à-dire que c'est des effets significatifs forts dans la compréhension des autres et les interactions interpersonnelles. Plus facile d'être en relation avec les autres, plus de comportements prosociaux. Une augmentation notable des émotions positives au quotidien. On a également des essais préliminaires sur la dépression, avec des améliorations très importantes des symptômes dépressifs. On a pu observer une hausse substantielle des sentiments positifs avec ce qu'on appelle techniquement des effect sizes allant jusqu'à 3,3, ce qui est extrêmement large. Je vais essayer de vous présenter ça sous forme imaginée. Imaginez qu'on mesure le niveau de dépression sur une échelle de 1 à 10. Sans rien faire, la plupart des gens bougent de 1 ou 2 points sur cette échelle en quelques semaines. Or, avec la méditation de la bienveillance, certaines personnes ont gagné 5, 6 ou 7 points d'un coup. Ils étaient très hauts dans la dépression et ça a chuté, passé de 7 à 2, de 8 à 2. C'est comme passer d'un état où tout est gris, tout est lourd, tout est sinistre à un sentiment de légèreté et d'espoir qui change vraiment la vie quotidienne. Alors c'est absolument phénoménal, mais attention, c'était des études préliminaires sur des tout petits groupes, 10-12 personnes, donc c'est extrêmement prometteur, ça encourage à faire des études beaucoup plus grandes, mais c'est pas encore une garantie pour tout le monde.
d'obtenir des résultats pareils. Quand on travaille sur des petits groupes, il peut aussi y avoir un effet d'enthousiasme qui se tempère ou se dilue une fois qu'on travaille sur des grands groupes. Toutefois, ces résultats sont cohérents avec ce qu'on observe avec la Mindfulness-Based Cognitive Therapy, une thérapie cognitive basée sur la pleine conscience. C'est la même galaxie de pratiques, si vous voulez, où là, on a des dizaines et des dizaines d'essais randomisés, contrôlés, avec des méta-analyses très solides, qui démontrent une efficacité claire pour réduire les symptômes dépressifs et surtout prévenir les rechutes, une réduction jusqu'à 50% du risque de rechute. Alors pourquoi est-ce que ce dont je vous entretiens ici est important pour vous, pour nous, pour tout le monde? Est-ce que vous êtes parfois épuisé d'être au fond assez dur avec vous-même? Est-ce que votre critique intérieure est assez implacable? Vous n'êtes pas assez bon, vous n'en faites pas assez, vous n'êtes pas à la hauteur. Point final. Cette dureté envers soi-même, qui étonne beaucoup les orientaux d'ailleurs. On se souvient du Dalai Lama qui, quand son traducteur avait essayé de traduire une question qu'un occidental avait posée sur la haine de soi, a eu l'air très surpris en disant « mais je ne comprends pas ce concept ». Mais cette dureté qu'on a à peu près tous envers nous-mêmes en Occident entraîne ce qu'un grand philosophe contemporain a appelé la fatigue d'être soi, et on pourrait presque dire la honte d'être soi. Et cette dureté ne fait pas que vous blesser, elle se répercute sur vos relations avec les autres. Parce que lorsqu'on est en conflit avec soi-même, tous les autres deviennent une menace potentielle et c'est par définition difficile de se sentir en sécurité avec eux. Et le point sensible de ce qu'on évoque ici, c'est cette croyance que l'autocompassion serait une forme d'indulgence, de faiblesse, et qu'au fond, il faut être dur et rester dur avec soi pour rester motivé et avoir une chance d'accomplir quelque chose de valable dans sa vie. Or, la recherche scientifique démolit cette conception. L'autocompassion augmente la résilience, augmente la motivation et améliore la qualité des relations interpersonnelles. La bienveillance, c'est pas une faiblesse, c'est une extraordinaire force. Et c'est même le fondement d'un bien-être durable. Alors on me dit parfois, oui, mais qu'est-ce qu'il y a besoin d'invoquer le cerveau et les neurosciences, ces choses, on les connaissait avant, bien sûr. On peut tout à fait avoir accès à ces connaissances sans passer par les neurosciences et les neurosciences appliquées. Mais c'est toujours intéressant quand on regarde ce qui se passe dans votre cerveau si vous vous livrez à cette pratique. En l'occurrence, on observe plein de choses passionnantes. Au niveau du cortex préfrontal, en particulier médian et ventral, et le cortex orbitofrontal, on voit qu'il y a une activation accrue pendant la pratique de la méditation de la bienveillance, ce qui est lié aux émotions positives. Donc c'est congruent avec ce qu'on a vu. Il y a une épaisseur corticale qui augmente chez les pratiquants à long terme. C'est-à-dire qu'on peut littéralement développer des tissus cérébraux qui nous aident à mieux nous comprendre, mieux comprendre les autres et avoir plus d'équilibre émotionnel. À long terme, ce qui évidemment est corrélé avec l'amélioration de la compassion. Il y a une structure que les amoureux du cerveau connaissent et révèrent, qui est l'insula. L'insula antérieure, c'est ce par quoi nous donnons de la valeur aux choses et nous vérifions que ce que nous pensons, disons, faisons est en cohérence avec nos valeurs. L'insula travaille avec plein d'autres structures, notamment le cortex singulaire antérieur. Enfin, toujours est-il que ce qu'on observe avec la pratique de la bienveillance, la méditation, c'est un épaississement cortical, de nouveau, et une activation plus forte chez les méditants. Ça améliore la conscience interoceptive, la conscience de soi, de son corps, les sensations corporelles internes et le traitement de nos émotions et notre manière de réagir aux émotions des autres. La fameuse amygdale du cerveau, celle qui est dans le système limbique, qui est la tour de garde, qui surveille en permanence est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il y a quelque chose de désirable. Eh bien, on observe avec cette pratique une réactivité réduite aux stimuli négatifs ou menaçants. Une réponse plus forte au visage positif. Et tout ceci étant corrélé avec le nombre d'heures de pratique, donc moins de réactivité à la menace, plus d'ouverture à ce qui est bon. Puis le fameux réseau du mode par défaut, ça c'est un réseau qui relie et implique toutes sortes de structures cérébrales, notamment le cortex singulaire postérieur et le précuneus. C'est le réseau qui est en charge du vagabondage mental.
quand on se perd dans nos pensées, dans des ruminations, c'est ce système-là qui s'active. Et on voit que pendant la méditation, mais aussi après, l'activité et la connectivité intrinsèque de ce réseau est réduite. Moins de vagabondage mental, moins de rumination autoréférentielle, c'est-à-dire se regarder le nombril tout au long de la journée, pour parler en des termes profanes, et puis une connectivité accrue, c'est mieux en lien et ça réagit en coordination avec des structures régulatrices, notamment frontales. Autre structure, la jonction temporopariétale et les régions para-hippocampiques postérieures. Alors vous vous demandez si j'ai éternué. Non, et ce qu'on voit à cet endroit, de nouveau, c'est qu'il y a un volume de matière grise accru. Ces régions deviennent plus grandes chez les méditants expérimentés. C'est lié à l'empathie cognitive, capacité d'essayer d'écouter profondément l'autre, même de se mettre à sa place pour essayer de comprendre comment il vit les choses, prise de perspective sur soi-même et les autres, et un traitement émotionnel contextuel. On ne prend pas juste l'émotion brute, on voit avec quoi elle est en lien. Alors vous voyez, tout ce que j'évoque ici, ce sont des effets observables de cette pratique qui modifient le fonctionnement, mais même les structures du cerveau à relativement court terme, avec tout un ensemble de gains en termes de qualité de vie au jour le jour, de manière d'être au jour le jour. Et ce sont donc des changements fonctionnels et structurels, cet épaississement de certaines fibres, qu'on observe dès 4 à 8 semaines de pratique, en fonction de ce que les gens s'accordent de vivre. Alors entrons dans la pratique, justement. C'est une pratique traditionnelle, immémoriale, qui vient du bouddhisme, qui a été laïcisée à la faveur de l'émergence en Occident de la pleine conscience. Et ce que la recherche montre, et c'est notamment une des autres trouvailles importantes de Barbara Fredrickson, qui est une des fondatrices de la psychologie positive, c'est que, au fond, ça n'est pas tant le contenu exact des phrases que je vais partager avec vous maintenant qui compte, celles qui sont utilisées traditionnellement dans la pratique, mais c'est l'intention dirigée de bienveillance envers soi-même et envers les autres, et la résonance émotionnelle positive. Et si vous croisez votre voisin dans la rue et que vous dites « pauvre con » dans votre tête, ça va générer du stress, de l'agressivité. Si vous l'aimez bien et vous dites « ah, chic mon voisin », là évidemment c'est bon. Puis si vous ne l'aimez pas, au lieu de dire « pauvre con », vous peut-être vous dire « bon, je l'aime pas beaucoup, mais en attendant, comme chacun d'entre nous, il a ses galères et il essaye tant bien que mal d'être heureux ». Vous voyez, on met déjà quelque chose qui va mettre une certaine forme de bienveillance dans la manière de le voir. Une autre innovation majeure de ces dernières années concerne l'intégration de cette pratique de méditation-bienveillance dans la vie quotidienne. Et Fredrickson, toujours avec Cohn, ont montré en 2010 que des microdoses de quelques minutes, surtout si elles sont répétées fréquemment au cours de la journée, produisent des effets mesurables si elles sont pratiquées dans des contextes sociaux. Alors venons-en au cœur de la pratique. Beaucoup d'entre vous la connaissez, mais enfin on va revisiter nos classiques. On commence par, pendant 10, 12, 15 minutes, si vous avez le temps, vous asseoir confortablement, fermer les yeux. Et au lieu de se lancer dans la pratique, on va prendre un petit moment pour devenir conscient de notre corps, de notre respiration, de est-ce qu'on est plutôt agité, plutôt calme, plutôt stressé, plutôt confiant. Et puis, générer des sentiments chaleureux. Alors c'est assez simple, il suffit de se souvenir de quelqu'un qu'on aime, d'un moment qu'on a vécu, d'un animal qui nous est cher, un moment d'expérience, un paysage, n'importe quoi qui vous met dans ce sentiment, il est bon d'être en vie, il y a de la bonté dans le monde. Et c'est très important de prendre le temps de laisser cet état s'installer en nous. Et puis ensuite, on commence à répéter silencieusement une petite formule en 4 lignes, comme un poème de 4 lignes, que je sois heureux, que je sois en bonne santé, que je sois en sécurité et que je vive en paix. Que je sois heureux, que je sois en bonne santé, que je sois en sécurité,
que je vive en paix. Que je sois heureux. Et vous tournez comme ça ces souhaits positifs. Au fond, c'est une petite prière où vous souhaitez à vous-même le meilleur. Vous pouvez utiliser une formule « je me souhaite ». D'être heureux, je me souhaite d'être en paix, je me souhaite d'être en bonne santé. Et puis, étendez, une fois que vous êtes bien dans le roulement de la compassion, cette pensée, ce souhait à un être cher. À ma fille, ma sœur, ma mère, ma cousine, mon ami, puisses-tu être heureuse? Puisses-tu être en bonne santé? Puisses-tu être en sécurité? Puisses-tu vivre en paix? Et d'adresser comme ça ces souhaits de bonnes choses à des gens que vous aimez. Ensuite, vous pouvez étendre cette pratique à des personnes neutres. Des personnes que vous n'aimez pas particulièrement, mais que vous ne détestez pas non plus. Des gens que vous croisez régulièrement, ou face à qui vous avez cette espèce d'état de bienveillance détachée, et lui dire, dans votre esprit, puissiez-vous être heureuse? Puissiez-vous être en bonne santé? Puissiez-vous être en sécurité? Puissiez-vous vivre en paix? Et voilà, vous vous baignez, vous vous immergez dans ces pensées en les adressant à tout un cortège de personnes qui vous sont chères ou familières. Si cela vous appelle et si vous vous sentez prêt, vous pouvez même vous risquer à étendre ce sentiment à une personne difficile ou que vous aimez moins. Voisin, puissiez-vous être heureux? Puissiez-vous être en bonne santé? Peut-être que je vous aime pas, peut-être qu'on a des interactions difficiles, mais je ne souhaite pas que vous soyez malade ou qu'il vous arrive des mauvaises choses. Puissiez-vous être en bonne santé? Puissiez-vous vivre en paix? Et me fiche la paix par la... J'ai pas de problème de voisinage, ce sont des exemples. Et puis, plus vous devenez expérimenté dans cette pratique, plus vous pouvez même l'étendre à des gens, soit que vous n'aimez pas du tout, soit qui vous ont causé du tort. Emmanuel Macron, je te souhaite d'être heureux. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite d'être en sécurité. Je te souhaite de vivre en paix. Alors, qu'est-ce qui nous autorise à étendre ce souhait à des gens aussi problématique et dangereux que Macron? Au fond, c'est que s'il était heureux, il ferait pas tout ce qu'il est en train de faire. S'il n'était pas gravement sociopathe et pervers, il serait en bonne santé. Donc, vous voyez, c'est pas lui souhaiter de pouvoir faire tout le mal qu'il veut à tout le monde qui veut. Non, c'est juste ramener qu'au niveau de l'être, chez les gens très problématiques, il y a quelque chose de très blessé, de très détruit, de très désorganisé, d'une manière qui, oui, va générer de la méchanceté et de la violence, et on a le droit de se défendre contre ça. La légitime défense, ça existe. Mais que ça ne nous fasse pas tomber dans le jugement ou la haine. Et puis ensuite, pour terminer votre méditation, vous étendez ça à toute l'humanité et même à tous les êtres. Puissent tous les êtres vivants être heureux, puissent tous les êtres vivants être en bonne santé, puissent tous les êtres vivants être en sécurité, puissent tous les êtres vivants vivre en paix. Alors ça, c'est la pratique de base. On peut aussi, il y a actuellement toute une recherche pour voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces formes avec des propositions qui ont été déjà attestées pour un certain nombre ou qui sont en train de l'être pour d'autres. Par exemple, une innovation intéressante, c'est d'adresser de la bienveillance à certaines parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas ou que nous rejetons. Si, par exemple, vous n'aimez pas votre anxiété, que mon moi anxieux soit heureux, que mon moi anxieux soit en bonne santé, que mon moi anxieux se sente en sécurité, que mon moi anxieux vive en paix, que mon moi en colère, que mon moi triste, ou des parties de votre corps, peut-être avec lesquelles vous avez que ma calvitie soit en paix, que mon ventre un peu trop bedonnant soit en paix. Une autre pratique extrêmement intéressante, c'est de la glisser dans votre vie quotidienne, de
tirer profit de tous ces moments où on est là, on ne sait pas très bien quoi faire, alors on est tenté de ruminer, on est tenté d'aller sur les réseaux sociaux, mais au fond, si nous prenions de temps à autre quelques minutes pour nous souhaiter du bien et pour souhaiter du bien aux autres. Par exemple, vous êtes dans une file d'attente dans un supermarché, il y a des gens autour de vous, il y a les caissiers, les caissières, les clients, vous pouvez adresser de la bienveillance aux autres, intérieurement. Je te souhaite d'être heureuse. Je te souhaite d'être en bonne santé. Je te souhaite d'être en sécurité. Je te souhaite de vivre en paix. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que plus nous faisons ça, plus nous nourrissons tous ces effets bienfaisants que j'ai listés au début de cette petite émission, et puis plus nous apportons aussi dans l'espace collectif une tonalité de détente, de calme, de paix, de gentillesse, de bonté, qui est quand même un petit peu mise à mal par les temps qui courent. Alors, une autre recherche que j'ai envie de partager avec vous, parce qu'elle est très intéressante, elle remonte à 2008, donc vous voyez, c'est pas tout à fait récent, mais Hutcherson et son équipe ont montré que 7 minutes de méditation de bienveillance avant une interaction sociale difficile, une réunion dont vous savez qu'elle sera tendue, une conversation délicate avec vos proches ou des collègues, une interpellation vis-à-vis de responsables de santé qui vont vous traiter de complotiste, que si jamais on fait 7 minutes de méditation de la bienveillance au préalable, eh bien, on observe une augmentation de la connexion sociale, une réduction de l'évitement et de la défensivité, une amélioration des qualités d'interaction rapportées par les deux parties. La partie qui s'était préparée avec la méditation de la bienveillance et l'autre partie qui ne savait pas que la personne en question s'était préparée avec la méditation de la bienveillance. Donc vous voyez, ce qui est vraiment frappant avec les neurosciences appliquées, c'est qu'elles nous montrent à quel point on a en nous un pouvoir créateur immense, mais dont on est très mal conscient, particulièrement en Occident. Et donc au lieu de faire usage de toutes ces choses qui nous font du bien à nous en premier, on se laisse happer, notamment par cette espèce d'imaginaire un peu anxieux, qui part dans tous les sens, et au lieu de tirer profit de plages dans la journée pour se faire du bien, on navigue comme ça un peu tant bien que mal, et on pourrait peut-être penser à mieux. Alors une remarque importante, si générer de la bienveillance vous semble forcé ou faux, surtout au début, c'est normal. Puis quelqu'un me faisait remarquer récemment, pas plus tard qu'hier, dans une séance de formation, qu'elle trouvait la formalisation puisse tout le monde être heureux, puisse tout le monde être en paix, un peu cucu. C'est pas faux. Si on se met dans un état de bienveillance authentique, c'est des paroles qui peuvent porter une intention. Mais au début, ça fait bizarre. Commençons par des cibles faciles, les gens que vraiment vous aimez du fond du cœur, ou votre animal de compagnie bien aimé, et puis progressivement vous passez à des cibles plus difficiles vous-même, des personnes avec qui vous entendez moins bien, et puis aussi essayez de trouver les formulations qui vous conviennent. Je me souhaite d'être capable aujourd'hui de courage. Je me souhaite de m'accepter aujourd'hui tel que je suis avec mes qualités et mes défauts. Puisses-tu t'accepter tel que tu es avec tes qualités et tes défauts. Donc on peut aussi, on n'est pas du tout bloqué dans cette forme initiale, elle a fait ses preuves au cours du temps, mais il y a des enjeux de traduction toujours un peu compliqués, mais bien sûr on peut adapter cela pour trouver la formule qui nous fera nous sentir à l'aise. Et vous voyez, à travers cette confirmation qu'apportent les neurosciences, l'évolution du cerveau, on l'objective par l'imagerie cérébrale, c'est quand même pas rien. Donc ça veut dire que ça ne se passe pas juste dans l'imaginaire ou la subjectivité, c'est vraiment qu'il y a une modification du véhicule de chair et de conscience qu'est le corps-conscience de l'être humain qui se laisse constater. Et la certitude libératrice que cela nous apporte, c'est que la capacité à la bienveillance est une compétence innée chez l'être humain et qu'elle peut être développée. C'est pour ça qu'on dit que les formulations que vous choisissez sont beaucoup moins importantes que l'intention authentique et la régularité. Vous pouvez même ne pas utiliser de paroles. Vous souriez à la caissière en lui exprimant sans mots intérieurement de la sympathie, ça suffit. Donc nous sommes conçus pour la reliance, pour la connexion avec les autres,
Et la pratique délibérée de la bienveillance restaure en quelque sorte cette programmation originelle dans un sens assez naturel qui est celui des enfants. Les enfants, ils se réjouissent de voir les gens qu'ils connaissent. Ils ont cette spontanéité. Donc je vous invite à expérimenter avec ça, à faire connaître cette pratique. Si vous la connaissez déjà, bien sûr, simplement peut-être d'avoir un petit rappel de la bonté que cela génère dans sa propre vie, d'en faire usage. Puis demain, nous aborderons alors tout un autre sujet, mais qui est au fond pas très éloigné de celui-ci, qui est celui de la conscience élargie. Il y a en nous plus grand que nous-mêmes, et ce « je » que nous sommes tant bien que mal, sans au fond très bien savoir qui il est, se révèle en de nombreuses circonstances être plus grand que le moi, que celui que nous croyons être. Nous allons entrer dans ces réalités, là encore, de conscience subjective qui, de manière peut-être un peu étonnante, ont fait l'objet d'énormément de recherches récentes en neurosciences et on en tire des compréhensions et des enseignements qui sont tout à fait passionnants d'un côté, mais qui eux aussi peuvent être mis à profit dans le cadre de petites pratiques qu'évidemment je partagerai avec vous. Voilà, nous arrivons gentiment à la fin du calendrier de l'Avent. Comme tout calendrier, ma foi, une fois qu'on a ouvert toutes les fenêtres, il s'efface. Toutefois, pour les personnes qui souhaiteraient pouvoir continuer à fréquenter la matière que j'ai mis en forme pour vous au long de ces 25 jours, sachez qu'il existe des offres sur mon site à un prix très modique, mais qui permet de continuer à avoir accès aux vidéos et aux textes en PDF des différentes journées du calendrier. Vous pouvez aussi en faire cadeau à quelqu'un que vous aimez. Je me permets de mentionner au passage que je réalise actuellement une vente de Noël sur mon site. Donc, je suis formateur d'adultes depuis très longtemps. J'ai beaucoup enseigné dans les universités, les hautes écoles, les centres de formation professionnelle. Et depuis quelques années, je me propose des programmes neuroéducatifs sur mon propre site. Il y a tout un bouquet de propositions qui changent la vie. Je sais que c'est prétentieux de le dire, mais ça n'est pas moi qui ai inventé cette matière. Quand je l'ai rencontrée et que je l'ai appliquée à ma propre vie, ça a changé ma vie. Et pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu une participante au calendrier qui m'a dit « mais je peux témoigner que ce que vous dites est vrai ». Elle s'était inscrite à un cours neurocommunication qui vous fait la promesse qu'à l'issue de cette formation, vous communiquerez mieux et plus aisément dans toutes les circonstances de votre vie. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a compris comment se jouent les choses et notamment les interactions difficiles, on ne s'oriente plus dans la vie de la même manière et donc cette personne m'a fait ce très gentil retour. Voilà, ce que vous aviez dit, vous étiez engagé à ce que notre vie change si nous suivions ce programme, je peux en témoigner dans ma vie, c'est ce qui s'est passé pour moi, ça s'est passé pour elle, ça s'est passé pour moi, ça se passe pour les gens qui s'intéressent. Donc là encore, si vous voulez moins 30% sur tous mes programmes, vous pouvez aussi en faire cadeau à une personne de votre choix. Donc l'invitation est ouverte et de toute manière, je vous souhaite une très belle montée vers les fêtes de fin d'année et la nuit de Noël.